Ça va les gars. Je reprends les vidéos. J'arrête un petit peu les lives. Ça m'a valu, c'est l'objet de la vidéo, mon témoignage sur les lives. Les lives m'ont valu quand même pas mal de haine en direct, en replay, en DM. La folie furieuse. Parce qu'en fait, le problème des lives, c'est que les haters, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui me connaissait mais avant, pour ne pas dire une ex, m'a pourri en live, mais pas tout de suite. Il a bien pris le temps de faire monter la confiance, que je la nomme même modérateur, en se faisant passer pour un gars. Donc, méfiez-vous, surtout vous les apprentis youtubeurs comme moi. Méfiez-vous de faire trop vite confiance à des gens en apparence bienveillants sur YouTube. Méfiez-vous, tous les signaux faibles, prenez-les en compte. Donc votre intuition, il vaut mieux prendre votre intuition en compte, quitte à supprimer quelqu'un, à bannir quelqu'un parce qu'il a dit un truc bizarre, un comportement bizarre, que votre intuition vous signale et que vous vous dites non, allez, je laisse une chance, parce que je cours après les abonnés, je cours après les gens, je ne veux pas paraître méchant. Parce qu'après, les conséquences sont fâcheuses, mais un truc de malade. C'est-à-dire que cette personne m'a pourri auprès de tous mes abonnés. C'est wow. En disant des trucs, mais aussi bas que ouais, ce mec-là, c'est un PD. Vous voyez, on dit des trucs que ouais, ce mec-là, voilà, des trucs vraiment très bas, et évidemment sans preuve. Mais c'est tellement facile que voilà, je vais quand même rester dans le centre commercial pour avoir un peu plus de silence. Mais c'est quand même dramatique d'en arriver là, de son côté. Et c'est pénible pour moi d'en subir les conséquences, quand bien même mon histoire avec elle, j'ai ma part de responsabilité ou je ne sais pas, mais c'est une histoire qui est finie, d'accord, et qui n'a pas à être mise au grand jour. En plus, c'est pas vraiment l'histoire qui est mise au grand jour, c'est juste sa haine contre moi. Donc cette personne est complètement déséquilibrée. Tous les messages, je les ai gardés. Tous les messages, je les ai envoyés à ChatGPT pour analyse objective. Et ChatGPT me dit ne plus parler à cette personne qui est désaxée, qui a un véritable problème. Enfin, incroyable ce qu'il en dit. Incroyable. Pourtant, je lui dis oui, voilà, il semblerait que c'est une ex, avec qui ça s'est mal passé ou pas d'ailleurs. Parce que je n'aurais tellement aucune ex avec qui ça s'est très mal passé. Il y en a évidemment plusieurs avec qui je ne parle plus. Souvent pour des raisons, vous le savez, de jalousie. Voilà. Mais cette personne est complètement désaxée et elle est retombée sur moi sur YouTube ou via mes statuts WhatsApp auxquels elle peut être abonnée et que je ne l'ai pas bloqué moi. Je sais pas. Voilà, c'est dur, hein, c'est dur. J'espère que ce témoignage vous servira. J'espère que vraiment ça vous servira et que si vous avez des questions là-dessus, contactez-moi parce que moi je suis youtubeur, je suis pas un hater. Je pense qu'on peut pas être youtubeur et hater. Vous voyez par exemple les profils des chaînes qui vous parlent, parce qu'en fait les profils, les pseudonymes des personnes qui vous parlent sur YouTube, ce sont des chaînes aussi, d'accord? Là vous allez voir chaîne 0 abonnés, machin. Ok, bon c'est clairement des chaînes de viewers. Ça, à la limite ça c'est pas très grave. Mais attention, c'est quand même un élément, c'est quand même un petit signal faible qui fait c'est un pur viewer. Alors que si c'est quelqu'un qui a déjà une chaîne, c'est quelqu'un qui a une chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut rien avoir. Ça peut rien avoir. Donc voilà. Et moi, cette personne a changé de pseudo direct. C'est incroyable. Il y a des gens qui s'amusent à ça, qui ont que ça à faire. Si ça se trouve, elle est au RSA ou au chômage ou je sais pas quoi, et elle a que ça à faire. Bon. Je pense pas que je vais surprendre les gens en disant ça. Hein. C'est juste que j'avais besoin de vous donner mon expérience, donc qui est la mienne, qui n'est pas une histoire générique. Méfiez-vous des haters sur YouTube et sur les réseaux. Si quelqu'un vient vous parler, méfiez-vous. N'accordez pas trop vite la confiance parce que la personne ne va dans votre sens et vous dit que des choses sympas et qu'elle rigole. Parce qu'en fait, elle s'est servie du fait qu'elle me connaissait.
Elle me connaissait, mon ex, forcément. Et du coup, elle pouvait très bien dire des choses qui allaient dans le sens, pas forcément dans mon sens, mais des choses pour créer très vite une proximité, une complicité. Et moi, je trouvais que c'était un mec sympa. Alors qu'en fait, c'est même pas un mec. Vous voyez? Elle se fait passer pour un mec sympa qui est sympa, qui est complice et qui est modérateur et qui va cool. Qui on peut même avoir des confidences et tout ça. Et voilà. Vous vous rendez compte? Mais c'est un truc de fou. Des confidences de mecs. Parce qu'elle a adopté un langage de mec. Et à un moment donné, elle a voulu crever l'abcès et puis me faire retomber. C'est bon, il a bien pris la confiance avec moi. Paf, là, je vais pouvoir le faire tomber bien de haut pour le défoncer. Vous vous rendez compte un peu de la manœuvre psychologique? ChatGPT, quand il a analysé ça, il m'a dit ouais, mais c'est vraiment digne d'un grand déraillement, je sais plus quel terme il a dit, mais désaxé, quoi, tu vois. Bon, voilà. J'irai pas plus loin dans mon exemple. Alors, je crois qu'il me parlait. J'ai vraiment tout le monde qui me parlait depuis le moment où je passe, alors qu'il était méga silencieux. Et tout au téléphone. Bon, je vois que la lumière est quand même suffisante pour qu'on continue. Le bruit, je sais que le bruit ça ira parce que je tiens pas le téléphone très loin. Et par rapport à ça, donc oui, je vais reprendre les lives. De toute façon, moi, mon optique. En fait, pourquoi j'ai fait des lives comme ça? Pourquoi je suis sur YouTube? Pourquoi je n'en partirai pas? Sauf si je me fais ban. Je me fais strike la chaîne. Et encore, même si je fais strike la chaîne, j'en créerai une autre, hein, voilà, comme tout le monde. Parce que elle fait intégralement partie maintenant, cette chaîne, de ma stratégie de promotion. Donc là, vous êtes les victimes, non, je rigole, vous n'êtes pas les victimes de ma promotion, mais vous êtes dans l'audience, intéressés par ce que je dis, par mes sujets, et par ce qui me drive professionnellement, c'est-à-dire la création d'une application mobile de productivité. J'espère. Après, si c'est que le YouTube qui vous intéresse, c'est pas grave. De toute façon, ça se recoupe tout ça. Ça peut se recouper. Vous voyez? Mais évidemment que la cible professionnelle de mon application, ce ne sont pas spécialement les youtubeurs, qui sont en général des personnes individuelles, autonomes. Alors que ce que je vise, c'est les gens qui ont besoin de contacter leurs équipes nombreuses, d'accord, des membres de leurs équipes nombreuses. Donc c'est pas du tout youtubeur. Par contre, en matière de YouTube, évidemment, j'ai besoin de savoir communiquer donc, auprès de ma cible à moi, mais les youtubeurs, ils ont besoin de communiquer auprès de toujours d'une cible qui peut être très différente des youtubeurs. Donc voilà, donc on a les mêmes problématiques de youtubeurs qui doivent toucher des audiences à chaque fois assez diverses. Et du coup, on a ça en commun entre youtubeurs, c'est qu'on a cette problématique de toucher une audience qui ne nous ressemble pas forcément, et qu'on ne connaît pas forcément, mais qui peut faire partie de l'audience de YouTube. Notamment, moi, mon audience, c'est les gens comme Oussama Hamar. Oussama Hamar, c'est un youtubeur particulier. C'est pas un youtubeur pour être youtubeur, c'est un youtubeur qui, à la base, avait vraiment du contenu, des formations, des masterclass à diffuser auprès d'une communauté d'apprentis start-upers, d'apprentis entrepreneurs. D'accord? Moi, je suis encore apprenti entrepreneur, je peux le dire, parce que tant qu'on n'a pas de chiffre d'affaires récurrent, c'est qu'on est apprenti entrepreneur. Une fois que le chiffre d'affaires récurrent arrive, là, on est entrepreneur. Voilà. Et là, on pense croissance, on pense déjà maintien de sa récurrence. Je ne vais pas dire les termes comme ARR et tout ça, parce que ça fait un peu trop je me la pète alors que j'en ai pas du tout d'ARR, donc j'ai pas de chiffre d'affaires. Mais dans l'esprit, en fait, apprenti entrepreneur et apprenti youtubeur, je suis les deux à la fois, c'est la recherche d'un chiffre d'affaires, de revenus récurrents en business. Et ça, une fois qu'on l'acquiert, bam, là on est entrepreneur et on n'a qu'une seule idée en tête, c'est de maintenir cette récurrence et voire même bien sûr croître. Bon, on n'en est pas là. Moi mon but, du coup, avec YouTube, entre YouTube et le business en ligne,
comme certains, hein, comme par exemple Marc, hein, avec qui j'ai eu un coaching. Lui, tout à fait youtubeur, mais à la base, il n'était pas youtubeur, il était financier, quoi, consultant en finance, ingénieur, voilà, matheux, capable de faire des modèles financiers, et s'en est servi pour investir, en fait, pour investir son patrimoine. Ses gros gains quand il était freelance. Il est un pro en investissement. Il peut vivre de ses revenus passifs. Et en plus, il s'amuse à faire du YouTube. Et il pourrait même carrément vivre de ses revenus YouTube. Hein, d'après ce que je sais. En tout cas, son niveau de vie maintenant, son style de vie maintenant qui est très bas, minimaliste. Ses revenus YouTube, c'est clair qu'il pourrait en vivre. Parce qu'arriver par exemple à 2000 € par mois de revenus YouTube, c'est faisable. Quand on a des milliers de vues, des milliers de vidéos en ligne, qui font donc des milliers et des milliers de vues par mois, je dis, moi voilà, très concrètement, il suffit, ne serait-ce qu'en nombre de vues, si on veut 2000 €, concrètement, il suffit de faire 2 millions de vues par mois. Je dis pas que c'est facile, parce que moi, voilà, j'en ai fait peut-être 200 000 en un mois. Donc c'est quand même 10 fois plus que ce que je fais. Mais l'avantage, quand on fait du YouTube, c'est que ça se cumule. C'est que quand on fait des bonnes vidéos comme lui, ces bonnes vidéos continuent de faire des vues, même après, même longtemps après. Il peut même y avoir des gros rebonds en termes de vues. Donc du coup, tout ce que je vous dis là, c'est qu'on peut vivre de YouTube à terme. Après quelques années de YouTube, on peut en vivre. On a acquis même en plus des réflexes, des automatismes qui font que c'est plus un gros effort que de créer des vidéos et d'en vivre. Imaginez là, moi, cette vidéo-là qui est évidemment d'amateur, qui va pas être montée, qui va pas être regardée, etc. Imaginez que ce soit un bon youtubeur qui la fasse. Dans le même temps, dans la même durée, il saura faire une vidéo aussi bien. Il aura peut-être même pas besoin de filmer autant que moi je filme. Là, je vais filmer peut-être, je sais pas moi, 15-20 minutes. Admettons qu'il filme autant, mais après, il va avoir des réflexes, des automates, des outils des personnes aussi qui vont lui faire ça. Mais imagine qu'il arrive à faire tout seul. Il fait ça très très vite, le montage et tout ça, la vignette, la miniature, hein, tout ça. Et avec son audience, et avec son niveau de YouTube, sa vidéo sera présentée 10, 100, 1000 fois plus que la mienne. Donc rien que ça, forcément ça crée un gros gap. Donc cette vidéo qui sera de qualité, avec une miniature de qualité, et avec son référencement Google, YouTube de qualité, hein, au niveau, forcément ça fait un carton. En gros, quelqu'un qui sort une bonne vidéo, il fait rapidement 1000 vues dans la journée. Même plus, hein. Mais voilà, Marc, il fait facilement ses 1000 vues dans la journée, 2000, 3000 vues dans la journée. Après, évidemment, il plafonne, parce qu'il n'est pas encore à un niveau où il a 100 000 abonnés, tout ça. Donc il plafonne très vite à moins de 10 000 vues. 10 000 vues, c'est l'exception. Donc il va plafonner un petit peu en dessous de ce nombre d'abonnés. Mais c'est clair que moi, je plafonne bien en dessous, parce que mes abonnés, même si c'est vous, parmi vous, mes abonnés pour l'instant sont pas du tout du même profil que ceux de Marc. Parce que justement, pour en revenir au sujet du début, c'est les lives verticaux, hein, comme les vidéos verticales que je fais là. Mais les lives verticaux, eux, apparaissent dans le fil de shorts. Et le fil de shorts, c'est beaucoup des jeunes, des gens moins qualifiés qui scrollent. Hein, bon, c'est pas moi qui vais l'inventer, mais voilà. Le niveau de qualification des vidéos courtes, le niveau de qualification des viewers de vidéos courtes est bien en dessous, bien plus jeune et bien moins qualifié que le niveau de ceux qui regardent des vidéos longues. Voilà. Quand on regarde une vidéo longue, je connais vraiment les gens plus dans la cible de cette vidéo, alors que là, une vidéo courte, on peut la regarder pour passer le temps. Et du coup, ça nous crée une audience qui n'est pas aussi qualifiée qu'une audience vidéo longue. Voilà pourquoi je fais des vidéos longues, mais au format vertical, pour essayer de trouver un juste milieu. Peut-être que je suis complètement bourré. Je vois que de toute façon, je suis pas le seul à le faire. Mais moi, en ce qui me concerne, j'estime que il n'y a pas trop de handicap à créer des vidéos longues au format vertical, puisque qu'on soit tous
tous autant qu'on est, on regarde les vidéos sur notre mobile. Et sur notre mobile, bah, c'est pratique en format vertical. Voilà. Donc ma stratégie c'est quoi? C'est diffuser des vidéos courtes, pas courtes, en format vertical, que ce soit des lives ou que ce soit des vidéos comme celle-là. Donc de toute façon long, puisque le live après il sera en replay en format long, afin de viser une population, une audience qui écoute et qui regarde les vidéos sur le mobile. Voilà. Parce que en fait, des gens comme Oussama Ammar, les gens comme les patrons, en fait ils bougent beaucoup. Les patrons qui bougent beaucoup et qui ont besoin d'appeler leurs équipes, ben oui, ils sont pas à leur bureau comme ça tant que les gens soient disponibles. C'est fini maintenant l'image du patron qui reste à son bureau et qui fume son cigare. Moi, je suis convaincu que les patrons maintenant ils bougent beaucoup. Prenez Elon Musk, il est toujours en mouvement. Déjà il y a plusieurs boîtes, donc forcément il doit naviguer dans ces boîtes. Voilà, donc les gens qui ont des grandes équipes, déjà ils vont à la rencontre de leur équipe, pourquoi pas, donc ils bougent. Ou ils font plein de choses, ils voient des gens, ils bougent, quand ils ont une équipe en remote, bah, ils peuvent se permettre eux-mêmes d'être en remote, donc un patron aussi est en remote maintenant, d'accord. Donc qui dit en remote dit beaucoup plus de chances de travailler sur son mobile. Regardez, moi je suis en remote, là, j'ai mon laptop dans le dos, mais je vais pas marcher avec mon laptop. Et même un mobile, c'est plus compliqué de tenir un mobile en format horizontal qu'en format vertical pour regarder une vidéo. Donc même une vidéo en format horizontal, ben, je vais la regarder avec mon téléphone vertical. Du coup la vidéo va être toute petite. Hein. Bon, ça fait une raison, mais du coup c'est moins pratique, on voit moins l'image. Bon là, du coup l'image c'est moi, mais je sais que quand on se montre, on fait passer une émotion, on fait passer le message beaucoup mieux que si on ne se montre pas. Et quand on voit un petit peu les signes, les expressions du visage, bah, ça accompagne le message, vous voyez. Et donc là mon visage il sera jamais aussi grand que lorsqu'on est en format vertical, en face comme ça. Et en format horizontal ce sera pas comme ça, ce sera pas pareil. Et sur un laptop, même en grand écran, ça fait trop laptop. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le visage il a plutôt une forme verticale qu'une forme horizontale. Donc quand bien même on a une grosse mâchoire, n'est-ce pas? Je me permets évidemment de parler de cette mâchoire parce que toute mon audience jeune m'en parle. Alors j'ai pas toutes, mais à chaque fois que je fais un live, je tombe sur des jeunes qui en parlent. En plus là on est en période de vacances. Donc faites des lives verticaux en période de vacances, vous allez voir. J'en ai parlé avec Marc, je lui ai dit waouh, tu verras, moi je vais éclater au niveau abonné, c'est vrai. Je suis quasiment à 2000. Mais aucun intérêt d'être à 2000 abonnés s'il y a 1500 enfants. J'ai quand même dit à Marc, oui mais les 1500 enfants ils ont des parents. Les 1500 enfants ils vont grandir. Les 1500 enfants ils ont de la famille, des proches. Et puis ils peuvent aussi eux-mêmes, transmettre un message. Et pourquoi pas, ils peuvent aussi eux-mêmes se sentir engagés dans un projet d'adulte, un projet d'application mobile, B2B, voilà. D'autant plus si ce projet a des côtés B2C, comme mon application. Parce que c'est TalkTime, l'appli qui s'appelle 1 minute. C'est comme ça que je présentais à l'époque où je voulais séduire les enfants avec mon appli et trouver le message sympa. Mais c'est tout. Je n'ai pas payé plus loin parce que voilà, le B2C, il faut énormément de budget promotionnel, budget marketing pour atteindre une masse critique. Et c'est pas avec une dizaine ou une trentaine d'utilisateurs enfants qu'on va réussir à s'étendre. Il n'y a pas eu cet effet. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Si ça intéresse les gens de quoi je parle, en fait là je vais parler donc du versant B2C de mon application. Donc je reviens un petit peu vers le passé. En fait, quand je disais aux enfants, ouais, c'est l'appli qui s'appelle 1 minute, tu vas pouvoir appeler les gens, tout ça, seulement 1 minute. Ils trouvaient ça cool. Et donc, quand ils sont tombés sur la pub ou sur mes TikTok, ils trouvaient ça cool et ils voulaient essayer. Sauf que ces enfants, en fait, qui veulent essayer des applications mobiles, le profil psychologique ou pédiatrique de ces enfants, c'est que ce sont des enfants assez solitaires en fait. Des enfants qui sont prêts à essayer des applications mobiles, qui sont intéressés par la tech,
qui sont déjà des pré-geeks, si vous voulez, des geeks avant l'heure, bah, c'est déjà des enfants qui ont des tendances à être solitaires, à s'enfermer dans la chambre devant leur petit ordinateur ou devant leur tablette, leur téléphone, et à faire des petits trucs de geek. Et je peux vous le confirmer, hein, c'est vraiment que sur des enfants comme ça que je suis tombé. Des petits jeunes de 10, 12, 15 ans qui étaient geeks et qui étaient intéressés, mais qui n'avaient aucune propension à communiquer avec leur entourage. C'était un peu les premiers de la classe, ou un peu les petits faillots, ou un petit peu les plus petits de la classe, vous voyez, voilà. Pas du coup des petits garçons alpha, quoi. Et résultat, bah, aucune croissance, aucune viralité. Donc c'est très difficile en fait d'attendre de la viralité en B2C auprès d'une audience, les early adopters. En fait, un early adopter n'est pas forcément un early sharer. Hein, c'est pas un early partageur, quoi, pour le dire en franglais. Pourquoi? Parce qu'un early adopter est dans son coin, il adopte des choses parce qu'il est isolé, il s'adonne un petit peu à la passion de la technologie. Mais ça, en fait, c'est assez antinomique avec la passion de la sociologie ou de la vie en société, ou du partage. D'accord? Mais vraiment, c'est ce que j'ai à remarquer en faisant du B2C, c'est que les early adopters, tous ces gens qu'on cherche à entraîner dès le début dans l'adoption, dans les tests d'une application mobile, ou de toute autre technologie, mais surtout une application mobile, donc parce que le grand public, et bien ces gens-là vont rester dans leur coin. Ils ont une tendance à rester dans leur coin, à essayer l'appli, à ne pas en parler autrui pour ça, parce que ce sont des gens qui depuis longtemps sont déjà fans de technologie et se font un peu railler par leurs camarades parce qu'ils sont là dans un coin à aimer la technologie, à aimer les ordinateurs. Vous voyez un petit peu le stéréotype ou la caricature du petit premier de la classe ou du petit informaticien qui parle à personne, quoi, en fait. Parce que c'est aussi ça, hein, l'informaticien, il est là dans son coin, il parle à personne, il a un petit problème sociologique. Bon. Bah, pour caricaturer, mais en fait, c'est pas une caricature, hein. Tout ce qui est B2C, c'est pas du grand public, mais c'est du large échelle. Et tout ce qui est large échelle, eh ben, en fait, il faut suivre les stéréotypes, pas les stéréotypes, mais les préjugés. Enfin, en tout cas, les grande échelle veut dire qu'il faut prendre les grandes tendances, d'accord? Et donc une croyance, quand on dit voilà, quelqu'un qui aime l'informatique, c'est quelqu'un qui n'est pas bon en social. Évidemment qu'il y aura des exceptions, mais c'est pas ça qu'il faut suivre quand on fait du B2C. Faut pas compter sur les exceptions, il faut compter sur la majorité, d'accord? Et c'est la majorité du groupe que vous visez qui va driver le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous cherchez que des exceptions, ben, le produit va s'épuiser de lui-même. Il faut une grande majorité qui va ensuite driver le reste, qui va driver encore une autre majorité. Donc en gros, ce qui marche bien, c'est par exemple le luxe, par exemple, ou je sais pas moi, les choses, des fringues. Ben, quand vous arrivez à atteindre un groupe qui aime les fringues, ben, ils vont en parler parce que c'est quelque chose, c'est une population qui aime les fringues et qui va en parler. Vous voyez? I'm making a video. Hi, I'm making a video. I'm talking about technology. Yeah. Not now. Et du coup, les gens, ils appartiennent à cette catégorie. Et en fait, il faut connaître la catégorie qu'on vise. Mais vraiment, la connaître pour savoir quelles vont être ses réactions, ses usages, ses agissements. Et pas que se dire ah bah tiens, cette catégorie là elle correspond pile poil à mon persona, donc ça va se répandre comme une traînée de poudre. Eh ben non, si ce persona c'est un persona qui reste dans son coin, bah, il restera dans son coin et il partagera pas. Encore une fois, quand j'ai visé les Congolais, je me suis dit les Congolais bah, ils vont partager parce qu'ils parlent fort entre eux, ils sont très fraternels, ils ont contact facile. Eh ben non, quand ils ont une idée, quand ils ont une astuce, ils la gardent. Quand ils ont un code, machin, quand ils ont une application qui leur plaît, ils se la gardent, ils ne partagent pas.
Et quand bien même je mettais des incitations à partager, ça marchait pas. Ils sont pas dans le partage. C'est pas une culture à partager. C'est pas un jugement de valeur que je donne là, mais c'est pas une culture à partager. Et du coup, ça n'a pas marché. Quand bien même certains ont compris l'utilité, comme ils ne le partageaient pas, du coup, ça tombait un peu dans l'oubli. Quand bien même il n'y a pas besoin d'avoir une réciprocité dans l'application. En gros, si mon application n'était pas comme une WhatsApp, si vous voulez envoyer un message WhatsApp à l'autre, il faut qu'il y ait WhatsApp aussi. Il n'y avait pas cette contrainte, mais malgré cette absence de contrainte, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, la contrainte, c'est aussi un facteur de croissance. Le fait que WhatsApp, pour envoyer un message WhatsApp à votre famille, il faut que votre famille ait WhatsApp, c'est un facteur de croissance. Vous voyez, c'est une contrainte qui est aussi facteur de croissance. Alors que moi, j'avais pas cette contrainte. Je croyais que c'était un facteur de croissance, mais en fait non, c'est un facteur de rien. C'est un facteur d'adoption, point. C'est-à-dire que je l'adopte, je l'essaye, très bien. Comme j'ai pas besoin que les autres l'aient, je leur dis pas. Et moi, je croyais naïvement qu'ils allaient en parler pour partager les avantages de l'application. Sauf que les avantages de l'application ne sont pas suffisamment puissants, immédiats, urgents, visible pour qu'ils le partagent. Parce qu'en fait, quand bien même certains vont comprendre un peu les avantages, vaguement, ils sont pas suffisamment visibles pour que, regarde, j'ai gagné ça avec l'application, voilà comme c'est pratique. Ils n'arrivent pas à expliquer l'avantage, en gros. Si la personne n'arrive pas à expliquer l'avantage de l'application, elle va pas en parler. Quand bien même l'avantage va être assez concret, mais ça va être du concret qui ne sera pas forcément visible et montrable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident, hein. Par exemple, vous avez Tinder, quelque chose comme Tinder. Si vous-même vous avez beaucoup de succès sur Tinder, c'est pas forcément montrable. Vous voyez, et juste leur dire ouais ça marche bien, voilà, mais vous gardez pour vous. Vous voyez, Tinder, le succès de Tinder, c'est pas ça qui fait le succès de Tinder. Le succès de Tinder, c'est parce que voilà, ça marche vraiment tout de suite. C'est l'immédiateté du match qui fait que ça marche. D'accord? Alors que moi, j'avais pas cette immédiateté dans mon application. Pas la même, en tout cas. Je vais vous laisser là-dessus, sur une note d'espoir par rapport au B2C, B2B, tout ça. Et moi j'ai espoir en B2B. Pourquoi? Parce que si on vise un client qui a un vrai problème business, là, quand on arrive à en trouver un, on peut en trouver 2, 3. Vous voyez, c'est pas comme le B2C, où si on arrive à en trouver 1, 2, ça peut s'arrêter là. On arrive à en trouver 10, ça peut s'arrêter là. On n'a pas la mécanique qui permet d'en avoir 100. Voilà, la mécanique, c'est beaucoup trop haut dans les nombres. Alors qu'un B2B, c'est vraiment autre chose. Le jour où j'aurai mon vrai premier client, parce que là j'ai fait des fautes, le jour où j'aurai mon vrai premier client qui répondra ok, je vais bien l'essayer parce que j'ai vraiment le problème de divise, et ça ne coûte pas grand chose de l'essayer, je pense que ça ouvrira une très grande porte. Et je vous souhaite à tous d'avoir cette porte qui s'ouvre si vous faites du B2B. Si vous visez des high tickets comme on dit. Par contre, si vous visez du B2C, mais je crois que c'est assez rare, surtout que les B2C, ils n'écoutent pas trop les vidéos. Mais si vous visez du B2C, bon courage pour avoir une traction suffisante pour ensuite avoir des fonds. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen que d'avoir des fonds pour faire du B2C. Évidemment, je peux me tromper. Il y a des choses d'exception encore, mais voilà, c'est ce qui s'est dit après. Moi, je suis aperçu. Et merci Oussama Hamar pour m'avoir aiguillé vers du B2B et aiguillé vers lui. C'est lui, mon client idéal, Oussama Hamar, l'homme qui a des équipes, qui a des membres d'équipes qui sont un peu partout dans le monde, qu'il a envie de joindre, lui, quand ça lui dit de rejoindre ses membres d'équipe pour faire un point le lundi matin, les joindre à la queue leu et qu'il en a marre d'attendre que les gens soient disponibles quand il y a un trou, typiquement. Et du coup, il termine à midi, alors puis il va finir à minuit, à 11h. Donc perdre une heure tous les lundis parce qu'il y a des trous qui ne sont pas complets, ça pourrait lui faire plaisir d'avoir une application qui règle ça. Voilà un exemple. Et je pense qu'on est quand même de plus en plus nombreux à avoir des équipes à manager. Et manager, ça passe par faire un point avec chaque membre N-1, disons, de son équipe.
Et je sais que c'est pas toujours facile. Hein. Quand bien même c'était un hater, quand bien même c'était du mythos, il m'a raconté, celui de Bangkok là, en me disant ouais mais moi mes membres de mon équipe j'arrive jamais à les joindre, c'est des Thaïlandais, j'arrive jamais à les joindre, ça baille, j'arrive jamais je leur demande est-ce que tu es dispo, je vais les harceler pour savoir quand est-ce qu'ils sont dispo, résultat je vais faire un temps fou, voilà, et si ton application elle fait ça automatiquement, bah ça m'arrangerait bien. Voilà. Problème énoncé de manière véritable ou non, on peut imaginer que ce problème existe et que la solution serait la bienvenue. Voilà, et bien je vous laisse là-dessus. Salut!